Bon, on va commencer doucement. Bonjour à tous et à toutes et à tous, comme on dit maintenant. Donc, je suis Pierre Pleven. Je coordonne pour l'Institut Mines Télécom le projet MIDI. MIDI, c'est Manufacturing Industry Digital Innovation Hub. C'est un projet H2020. Projet H2020 dans lequel il y a un dispositif particulier qui s'appelle Cascade Funding, en anglais dans le texte. Les mots anglais, on va les donner en anglais parce que comme c'est des mots de référence, des mots clés comme on dit, ou des mots dièses peut-être. Donc une des règles du jeu de ce webinaire, c'est que tous les mots anglais, on va les dire en anglais, mais tout le reste, on va le dire en français. Comme ça va permettre d'essayer d'avoir la meilleure compréhension du sujet. Donc voilà, donc on est donc à l'Institut Mines Télécom ici. Donc je travaille avec Anne-Sophie Taillandier et Amine sur TerraLab, en particulier sur l'aspect des projets européens. Donc le MIDI, c'est donc un projet européen, comme on a dit, sur lequel nous sommes financés pour créer une communauté sur l'industrie. En français, les mots-clés, c'est industrie future, c'est Internet des objets, c'est tous ces mots-clés en français qu'on va ensuite, bien évidemment, traduire en anglais, sinon on ne va pas y arriver. Donc là, on va décrire, à l'intérieur du projet MIDI, il y a ce qu'on appelle un appel ouvert, open call, qui est financé par, comme on l'a dit tout à l'heure, un dispositif de type cascade funding, c'est-à-dire l'argent européen est donné au consortium, et c'est le consortium qui va relayer ensuite cet argent et administrer la distribution de mini-bourses de 60 000 euros à 16 projets. Donc, c'est de ça dont on est en train de parler. Traditionnellement, ces dispositifs existent depuis déjà quelques années et ils sont assez peu connus en France en particulier. On nous a demandé d'essayer d'en faire une promotion particulière, donc en France et en Wallonie visiblement, puisque apparemment l'intérêt s'étend au-delà des frontières, mais en restant dans la communauté de langue française. Donc ça, on en est très fiers. Donc voilà, on va décrire un petit peu l'appel. Donc c'est un appel dédié aux PME dont la date de remise des copies est le 29 juin. Donc on a encore un petit mois pour le faire. Donc ce sont des projets relativement focus, hein, de 6 mois. Donc il faut qu'en 6 mois, on ait réalisé quelque chose qui soit crédible, qu'on puisse vraiment montrer qu'on puisse le faire en 6 mois et pour 60 000 euros. Donc on voit bien la taille des projets que l'on adresse. Sur les aspects administratifs, donc vous avez sur l'écran le site sur lequel il faut aller pour avoir toutes les données officielles du call. Donc c'est midi.eu open call PHP, donc open call. Donc il suffit de taper midi.eu sur n'importe quel navigateur et vous l'avez directement. Et l'adresse de remise des copies, c'est EMS Innovalia. Donc c'est tout le back office du call est géré par la société Innovalia, qui est une entité espagnole. Voilà, donc sur le site, on a un certain nombre de documents, on y reviendra tout à l'heure, on va pas les regarder maintenant, mais pour savoir que ça existe, on a le guide des proposeurs, des applicants, la template, on va mettre les mots anglais maintenant, sachant que toutes les réponses doivent se faire en anglais, et un lien aussi vers l'architecture de référence. On y reviendra. On y reviendra. C'est à la fois simple et compliqué, mais je dirais qu'on ne va pas en parler tout de suite.
Donc, allons-y maintenant sur la description de l'appel. Donc, on va donc commencer par une présentation rapide des différentes thématiques de l'appel. Si vous avez des questions, merci de les mettre par écrit dans le chat et on va les consolider pour avoir une réponse globale à la fin. Et également, donc on va faire peut-être une demi-heure de présentation, peut-être même moins, et ensuite laisser la place à l'interaction et aux questions. Donc voilà, on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Hop, alors, toc. Voilà, donc quelles sont les grandes caractéristiques de l'appel? Donc ça s'inscrit dans la grande initiative européenne qui s'appelle Digital Innovation Hub. On était à Bruxelles vendredi, donc il y a c'est cet objet, ce nouvel objet européen Digital Innovation Hub est encore en train de se construire, mais le projet MIDI est un petit peu en avance de phase, une modélisation de ce que pourrait être ou ce que devrait être un Digital Innovation Hub, avec à la fois un aspect animation d'écosystème et un aspect également de service à proposer à l'industrie, en particulier aux PME. Donc là, vous avez toutes les références du projet MIDI. Et donc, le grand thème du call numéro 1, il y aura deux calls à l'intérieur du projet MIDI, deux calls qui sont ciblés sur tout ce qui est, et là on va utiliser les mots-clés en anglais bien sûr, tout ce qui est data-driven application, donc tout ce qui est innovation euh, rendue permise par la donnée qu'elle soit big ou pas big d'ailleurs, hein, tout ce qui est vraiment euh, alors on a deux et aussi alors attends je suis un peu et aussi également sur tout ce qui est donc données bien évidemment sur on se centre aussi sur tout ce qui est données de manufacturing et en particulier les données de manufacturing issues de capteurs. Donc CPS IoT, c'est le mot-clé qui décrit les données de capteurs. CPS, parce que les Allemands appellent ça Cyber Physical System, et dans le reste du monde, on appelle ça IoT. Mais comme les Allemands sont très présents sur cette thématique, donc on a gardé le mot CPS. Donc tout ce qui est toute l'innovation rendue possible par la donnée issue de capteurs euh, dans le monde de l'industrie manufacturière. Voilà. Alors les mots-clés, c'est smart Factory, mais aussi Smart Product ou Smart Supply Chain, hein. On est à la fois sur les phases de fabrication proprement dites, Smart Factory, mais également sont éligibles tout ce qui est relatif au smart product, c'est le produit lui-même qui va valoriser des données issues de capteurs, ou également sur la supply chain, c'est-à-dire que là, on va faire intervenir non seulement euh, un stakeholder, un acteur, mais probablement plusieurs acteurs de la chaîne de valeur. Et on y reviendra. Donc voilà, donc c'est les mots-clés, c'est manufacturing, CPS IoT, Smart Factory, Smart Product, Smart Supply Chain et bien évidemment PME manufacturière. Voilà. Alors, il y a donc un certain nombre de thématiques qui sont prévues dans l'appel et donc elles tombent dans deux catégories. Les thématiques de type T et les thématiques de type E. On va y revenir. Donc les thématiques de type T sont plus la valeur va venir d'une technologie, hein, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui proposent des solutions pour résoudre un certain nombre de problèmes, de verrous dans le domaine des industries manufacturières, avec
donc c'est plutôt des sociétés de technologie qui vont répondre. Donc ça, c'est les appels de type T. Et la deuxième partie, ce sont les appels de type E, qui sont, elles, la mise en œuvre de ces technologies dans un environnement de sociétés manufacturières. Donc c'est là où on va retrouver des scénarios de type euh, mise en œuvre des technologies dans l'atelier numérique, hein, sur des produits numériques, qui inclut beaucoup de composants de type données numérisation, ou sur la supply chain. Voilà. Alors, bien évidemment, tout le monde, dans cette partie E, c'est pas des sociétés de technologie, c'est plutôt des sociétés manufacturières. Et donc là, on le redit, sur ces sociétés manufacturières, Smart Factory, Smart Product, and Smart Supply Chain. Alors, une phrase ici qui est sur laquelle on va élaborer. The usage of component of the reference architecture is mandatory. Donc, vous allez voir sur le site de MIDI, il y a un lien qui va présenter l'architecture de MIDI, dite l'architecture de MIDI. Alors, faut pas se mettre, faut pas en avoir peur. Donc, dans tout ce qui est data innovation, data driven, les architectures en question, ce sont des architectures qu'on a eu largement l'occasion de travailler. C'est en particulier tout ce qui est Hadoop, tout ce qui est ce qu'on appelle la suite Apache, Apache Suite, avec des composants de type Spark, Hadoop, donc des choses qui sont totalement standards dans le domaine de ce qu'on appelle la big data, par exemple, où donc il ne faut pas avoir peur de cette phrase, parce qu'en général, les gens, quand ils cliquent sur le lien, ils ont du mal à comprendre. On est là justement pour expliquer comment votre projet va pouvoir s'intégrer dans l'architecture. C'est pas, il y a l'architecture, il faut que le projet s'y intègre. C'est le projet, c'est ça qui est important, et on va l'intégrer dans l'architecture. Ne vous inquiétez pas, on y arrive tout le temps. On revient rapidement sur les critères d'éligibilité. Donc c'est bien des PME, c'est bien, ouais, au sens de la définition européenne, c'est bien des single applicants, pas de consortium, donc c'est une société qui soumet un projet, c'est pas un consortium. Après le reste, c'est à peu près standard. Les participants du projet n'ont pas le droit d'appliquer, voilà. Alors, additional requirement, cross-border experimentations. Là non plus, comme pour l'architecture, pas se mettre martel en tête. Euh, un bon projet trouvera toujours le cross-border expérimentation. Euh, on pourra y revenir. Ce serait un peu long à expliquer, mais c'est pas majeur dans la soumission du projet, et on vous dira pourquoi. Donc ça ne doit pas être un frein. Alors bien sûr, comme dans tous les projets, il faut des KPI, donc des résultats mesurables. Donc ça, vous avez tous l'habitude de ce que c'est qu'un résultat mesurable. Si vous avez des soucis par rapport à comment exprimer ces résultats mesurables, on est là, il n'y a pas de problème. Mais ça ne devrait pas trop poser de problème. Il y est chaque proposition doit avoir des résultats mesurables, ça devient la règle maintenant. Alors maintenant, venons rapidement sur les différentes thématiques. On va d'abord faire les thématiques de type T, c'est-à-dire les types technologie, et ensuite on arrivera aux thématiques de type expérimentation. Donc sur les thématiques de type T, la première, c'est tout ce qui est modélisation et simulation. Modélisation plutôt, j'ai fait une bêtise, plutôt de type HPC, hein, donc tout ce qui est HPC.
Donc modélisation 3D, modélisation de type. Alors bien sûr, modélisation nourrie de données de capteurs. Bon, c'est déjà en train un peu plus de, euh, de décrire des choses un peu plus finement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Donc la modélisation, elle est orientée sur les produits. Donc c'est les produits qu'on doit, c'est le produit qu'on doit modéliser. Euh, Moins le process, mais plus le produit. Et donc il faut pas se donc le projet MIDI donc dans son ensemble mettra à disposition bien évidemment les environnements HPC nécessaires pour permettre justement le déploiement de ces simulations. Donc c'est un des services qui sera offert par le projet pour faciliter la mise en œuvre de la solution envisagée. Donc ça, c'est euh, simulation et modélisation. On va passer à la 2, qui est un peu qui découle un petit peu de la première. La 2 est très intéressante. D'ailleurs, il y a déjà un ou deux projets qui viennent dans ce sens. Donc, c'est la notion de digital twin. Donc, en gros, on a un processus ou un produit physique hein, qui va évoluer dans le monde des atomes hein, avec un comportement physique. Ce comportement physique va être euh, ausculté par un certain nombre de capteurs. Ce comportement physique donc va générer via les capteurs un grand nombre de données et on va reproduire sur des serveurs qui soient cloud ou ailleurs d'ailleurs hein, c'est pas la localisation des serveurs n'est pas forcément la chose la plus importante les serveurs dont on va reproduire le phénomène physique dans un modèle numérique qui est qui va être le jumeau numérique du phénomène physique. Et donc traditionnellement, enfin historiquement, tout ce type de d'innovation bute sur un problème qui est que les données issues de capteurs, si on les remonte à 100% sur les serveurs, on est vite confronté à des problèmes de qualité, de volume, de dynamique, etc. Mais donc on introduit la notion de edge computing, puisque edge computing, c'est donc tout ce qui se fait localement en pré-traitement des données pour servir le modèle numérique avec, avec des données à peu près propres. Donc ça, c'est de T2. T3, bon, T3, c'est assez facile à expliquer. C'est toutes les applications de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. On va pas trop en parler ici. C'est assez, comment dire, c'est très compréhensible. Hein. Il n'y a pas de, on a tous vu ce type de. On a tous, on voit tous de quoi il s'agit, donc je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Hein. La réalité augmentée, réalité virtuelle, bon, pour tout ce qui est remote training et maintenance, on a vraiment, on voit très bien de quoi il s'agit. T4, on va y passer un petit bout de temps parce que ça c'est quand même assez original et c'est très proche, très propre à cet appel et c'est là où TerraLab a vraiment une unique selling proposition, comme on dit en anglais. Hein. On peut vraiment apporter quelque chose. Donc tout ce qui est traitement des données de type capteur toujours, mais en utilisant les techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc là, c'est un d'utiliser justement donc les techniques big data pour
au service, par exemple, d'un digital twin ou d'une supply chain ou d'une simulation. Donc ça, c'est un focus sur les aspects de big data avec les deux les deux versions. Alors, dans le vocabulaire du projet, Data in Motion et Data at Rest. Data in Motion, c'est du flux, hein, c'est du streaming, et Data at Rest, c'est du stock, c'est donc des données qui résident sur un, sur un, sur un serveur. Euh, alors, un petit mot ici qui est quand même important. Donc, on a déjà un ou deux projets qui s'inscrivent dans le cadre d'une initiative industrielle du grand constructeur Siemens qui est en train de proposer une plateforme logicielle à destination de l'industrie pour gérer tous ces flux de données et en tirer de la valeur. Et cette plateforme s'appelle MindSphere. Et donc, il y a une animation d'écosystème de Siemens qu'on peut invoquer à cet endroit-là, mais c'est absolument pas obligatoire, c'est optionnel. Donc là, on a fini avec les appels de type T. On va passer aux thématiques de type E. On rappelle ce que c'est. Les types E, c'est vraiment sur de l'expérimentation euh, dans une société manufacturière qui veut accélérer sa numérisation. Donc là, on a un premier sujet qui est en gros sur les technologies additives. Hein, donc bon, tout le monde sait ce que c'est que les technologies additives, hein, avec donc le grand public appelle ça les imprimantes 3D, mais dans l'industrie on appelle ça les technologies additives. Donc tout ce qui permet justement de caler la fabrication additive avec les modèles CAD. Et, bon, tout ça c'est assez compréhensible. On cherche pas des choses très avancées au niveau technologie, on cherche des mises en œuvre, on cherche vraiment des use cases concrets de mise en œuvre de ce type de technologie. Donc ça c'est sur la partie avec toujours bien sûr une un angle data, avec un angle data, c'est-à-dire comment je prépare les données, comment je les transforme, comment sont les interfaces. Donc c'est vraiment un aspect très information technology pour aider à accélérer la prise en compte de tout ce qui est additif. Le mot-clé amable, c'est une autre initiative qui fait que de l'additif. Donc, on pourra y revenir c'est un autre projet qui fait que de la technologie additive, mais pas forcément avec l'ensemble des problèmes des technologies additives, y compris et là, donc, le projet MIDI vient rajouter justement l'angle donné. Après, bon, naturellement, on va trouver aussi, bien sûr, une thématique robotique. Bon, robotique, mais toujours là aussi avec la vision donnée, c'est-à-dire on va pas financer le robot lui-même, mais on va financer l'utilisation du robot et surtout le travail qui va être nécessaire de faire sur les données du robot pour améliorer le processus pour l'intégrer dans une chaîne de valeur, qu'elle soit locale ou euh, interacteur, comme on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, donc tout ce qui est robotique, tout ce qui est collaboration humain-robot, ça c'est les trucs très euh, il y a beaucoup d'innovations en ce moment et tout ce qui est cognitif, bien sûr, des projets de vision, par exemple, sont totalement éligibles dans cette thématique. Aider le robot à mieux voir, ça peut être totalement éligible ou à mieux entendre, pourquoi pas. Euh,
Alors, la prochain thème, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui est plus euh, dans une, sur l'angle un atelier avec plusieurs machines, par exemple, et plusieurs machines qui vont travailler chacun sur une opération, et chaque opération va générer via des capteurs un certain nombre de données, et la mise en commun de ces données va pouvoir créer de la valeur sur les meilleures connaissances du process, un meilleur réglage des machines amont et aval, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle discrete manufacturing. Voilà, donc toujours avec langue donnée, donc comment les différentes workstations de l'atelier vont pouvoir générer des données qui vont être utiles pour un surensemble qui va être la ligne de production. Euh, la dernière, E4, donc c'est tout ce qui est euh, gestion de stock, tout ce qui est gestion de stock, est-ce que tout ce qui permet justement d'avoir une approche data-centrique de la gestion de stock, tout ce qui est par exemple automatisation des- de la, du rangement des pièces, tout ce qui est recherche de pièces, tout ça, ça rentre là-dedans, y compris d'ailleurs en réalité augmentée, puisque ça reboucle sur le sujet E2 où on peut imaginer justement comme on voit chez les grands logisticiens, d'utiliser la réalité augmentée pour faciliter le picking dans les magasins. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect magasin dans le sens stock, magasin de stockage. Et voilà, donc on a fait le tour des différentes euh, thématiques, aussi bien les thématiques T que les thématiques E. Euh, un petit mot sur les competence centers. Donc les PME, donc bien évidemment, vont proposer un sujet, mais ils vont être aidés par des centres de compétences qui sont gratuitement. Hein, c'est pas compris dans les 60 000 euros. Hein, les centres de compétences sont financés pour justement être au service des PME et travailler sur le supporter, soutenir, aider les PME pour résoudre leurs projets. Exemple, bon, TerraLab est un competence center. TerraLab va mettre à disposition à la fois de la puissance de calcul en cloud, mais également tout un savoir-faire de sécurité et de d'architecture big data pour que la PME qui a à résoudre ce type de problème perde le moins de temps possible pour avancer sur son projet. Donc la PME amène son sujet, son cas d'usage et ses données, et donc on va via les competence centers tout faire pour que les KPI, les KPI du projet soient réalisés. Voilà. Alors les contacts, ils sont là. Donc vous avez ça, c'est les contacts locaux. Hein. Bien sûr, on est en train de faire ce webinaire ici dans la zone francophone, mais il y a la même chose qui se fait en Allemagne, la même chose qui se fait en Italie, la même chose qui se fait en Espagne, la même chose qui se fait en Pologne, la même chose qui se fait en Irlande, et donc euh, les PME de ces pays vont aussi préparer des dossiers qui vont être analysés, et sur ces dossiers, il y en a 16 qui seront financés à hauteur de 60 000 euros. Donc je vois que voilà, c'est fini. Donc la partie présentation est terminée. On souhaite vraiment qu'il y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que j'en vois pas trop? T'en as vu? Vous en voyez là?
Alors, l'évaluation des projets, c'est pas des, c'est des experts internes au consortium Midi. Il y a dans la, pour ceux qui connaissent bien l'architecture enfin les procédures européennes, on n'est pas du tout dans le cadre H2020. Bon, la raison, c'est que traiter avec des PME pour des budgets de 60 000 euros, ben, l'Europe n'est pas équipée pour faire ça. Hein, c'est trop lourd, il y a trop de procédures, il y a trop de, de lourdeur, de problème de back-office. Donc là, c'est donc le, la commission mandate le consortium pour évaluer les projets dans le. Alors quelque chose que j'écrirai pas, c'est que en général ces projets sont, si le projet est bien fait, les chances de succès sont largement supérieures à, à la, au ratio qu'on voit en H2020 habituel. Hein. En H2020, on est plutôt à 5-10%. Là, on va être, je ne vais pas dire, mais au moins 50%. Franchement, si le projet est bien fait, on va être à 50%. Alors, j'ai une autre question. Alors, d'abord, bon, voilà, on a répondu à la première question. Alors, cette question, on l'a déjà posée. Alors, la réponse officielle, c'est on peut l'indiquer. On peut l'indiquer et là, on peut vous aider. Hein. De toute façon, la liste des competence centers existe sur le site. Hein. Et mais globalement, c'est pas un point sur lequel il faut passer trop de temps. Il faut décrire le service, bien décrire le service demandé au competence center. Imaginez quel est le competence center. Je vais vous donner deux exemples. Hein. Je vais vous donner deux exemples. Donc, je vais donner deux exemples. Par exemple, il y a un des projets qui est sur les échanges de données dans la chaîne de valeur de l'industrie aéronautique. En gros, aujourd'hui, si vous prenez la bill of material d'Airbus, il y a peut-être 30 niveaux dans la bill of material qui va depuis l'Airbus A320 ou jusqu'à la PME en région qui va faire quelques pièces qui vont être intégrées dans le sous-système, qui va être intégré dans un autre sous-système de niveau 1, niveau N plus 1, etc. etc. Donc aujourd'hui, dans cette dynamique qui est en train de se passer, les échanges de données, au-delà de la simple transaction informatisée EDI qu'on a tous connu depuis toujours, vont s'enrichir de données. Et ça pose bien évidemment des tas de problèmes de standards, mais aussi de propriété intellectuelle, mais aussi de qualité de données. Donc, toute cette initiative est en train d'être travaillée par un competence center qui est un competence center allemand à Dortmund qui est en train de, de faire les plans de ce qu'on appelle l'industrial data space, qui va gérer toutes ces interfaces données dans une chaîne de valeur riche de type aéronautique ou automobile. Puis, alors, la question qui était posée, est-ce que la PME doit choisir le competence center en amont? Alors, j'ai essayé de répondre. Donc, on peut l'indiquer, mais comme il y a une liste de competence center, mais si on voulait vraiment répondre de manière très précise à cette question, il faudrait que la PME contacte le competence center, donc ça prendrait beaucoup de temps et ça serait un peu compliqué. Donc, on choisit
on choisit un competence center, mais c'est absolument pas engageant et bien évidemment, quand la proposition sera acceptée, il y aura une discussion sur le choix sur le bon support que va apporter le bon competence center pour le problème posé. C'est-à-dire qu'il y a c'est en gros à 2 étages, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut contacter l'IMT pour valider un projet? Bien évidemment, hein, on est en support. On a déjà répondu à cette demande. On est déjà en train d'aider ou d'orienter un ou 2 ou 3 projets pour la compréhension, en particulier par rapport à l'architecture, par rapport à la compréhension générale, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, quand est-ce qu'on aura les résultats de l'appel? Donc, la, le planning de l'opération, c'est donc les copies sont remises fin juin, donc 29 juin, soyons précis. Il y aura un examen au cours de l'été et les résultats seront, c'est assez rapide hein, parce que c'est pas les propositions font 10 pages. Hein, on regardera tout à l'heure les templates. Hein, les propositions font 10 pages, donc c'est pas non plus un travail extraordinaire. Et donc les résultats sont connus en septembre et les projets devraient après il y aura évidemment des contrats à signer, donc j'irai octobre. En gros, les expérimentations, d'octobre à mars, d'octobre 2018 à mars 2019. C'est à peu près ça le planning. Voilà, voilà. Alors, les critères d'éligibilité, pour l'instant, là aussi, ils sont très relaxés par rapport aux critères de la, de la, de la commission. Hein. Donc il y a, là aussi, bon, à partir du moment, bien sûr, c'est pas la start-up qui vient de se créer hier qui va pouvoir candidater, mais bon, dans la proposition, il y a 2 pages qui permettent de dire pourquoi la start-up en question est suffisamment solide, suffisamment crédible. Donc ça fait partie de l'évaluation et le risque est pris par le consortium. Donc déjà, c'est plus facile à gérer que si c'était par nos chers fonctionnaires européens. Donc voilà, là, là, j'ai répondu. Alors, je voudrais, s'il n'y a pas d'autres questions là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vais aller montrer un petit peu les templates, ce qu'on appelle les templates. Hop. Voilà. Alors là, on est maintenant, on n'est plus sur mes transparents, mais on est sur le site, hein, sur le site de la de la de midi. Hein. Donc là, vous avez tous les liens qui vont bien. Donc OpenCall, donc tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai tiré de là, hein, donc il y a pas de mystère. Les choses intéressantes, c'est le Guide for Applicant. Guide for Applicant. Donc ça, c'est tous les détails sur. Tu vois pas ça? Ah, voilà, voilà, faut avoir son permis de conduire maintenant. Voilà. On voit? C'est bon? On voit le guide for applicant. Donc, ça, c'est, je dirais, les commentaires officiels sur ce que je viens de raconter et en anglais. Donc, voilà. Donc, vous avez tout ça, vous pourrez le lire. On va pas revenir dessus. Qu'est-ce qui est important? Alors, la template. On va regarder la template. La template. Donc, on télécharge la template. On l'enregistre. Pouf. Et maintenant, on va essayer de la récupérer. Elle est là. Hop. Donc, c'est du Word. Ah, là aussi, il va falloir que je. Est-ce que vous voyez la template? Non. Vas-y. Ah, il faut son permis de conduire sur ce truc. Hein. Ou le Word, voilà, j'ai compris comment ça marche. Voilà. Donc la template, évidemment un fichier Word.
en anglais, donc il y a des cases à remplir. C'est assez bien expliqué. On a suivi une ou deux PME qui remplissaient ça, donc il n'y a pas eu de problème par rapport à la template. Donc en gros, les grands chapitres, bon, summary, on le fait à la fin. Industrial Relevance, Potential Impact and Exploitation Plan. Donc c'est expliquer l'expérimentation qu'on veut faire, à quoi elle va le servir, pourquoi c'est important, et d'insister bien sûr dès le départ sur l'impact pour la société et la manière dont ce mini-projet va contribuer au développement de la société. Donc ça, c'est le premier chapitre. Alors, on redit sur quelle thématique on veut se positionner. Alors, tout ça, voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier chapitre, donc tout ce qui est présentation générale, mais très ciblé, euh, description de l'expérimentation, son impact et son rôle dans le développement d'entreprise. Donc ça c'est important. Le deuxième chapitre, c'est le work plan, donc c'est le descriptif détaillé des tâches. Donc on n'est pas sur des work plans très complexes, hein. Pour 60 000 euros, on peut voir une, deux, trois tâches, mais ça va pas aller beaucoup plus loin qu'une, deux ou trois tâches, hein. C'est pas énorme, avec un format, la tâche, avec chaque fois bien évidemment les livrables de chaque tâche et les KPI, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de dire que on a fait le boulot ou pas. Donc ça c'est la partie euh, work plan et la partie le troisième grand chapitre, background and qualification, c'est là on va expliquer ce que fait la société et pourquoi ils vont réussir à faire ce qu'ils proposent de faire. En gros, par exemple, sur un des cas qu'on avait, on a justement une PME manufacturière qui après qui est assez ancienne, hein, qui a déjà trois générations et le nouveau PDG est un informaticien. Donc ça montre que la numérisation, c'est la numérisation des PME, c'est pas simplement un rêve, mais que certains se donnent les moyens de le faire. Voilà, donc ça c'est background and qualification, and that's all. Après, je crois que c'est tout. Ah oui, les coûts. Ah oui, oh là là, j'allais oublier les coûts. Alors les coûts. Alors juste, c'est important. Euh, donc comment c'est financé? Comment c'est financé? C'est financé à 100%. Il y a, sous forme de subvention. Il y a pas, c'est pas de l'avance remboursable. Sous forme de subvention, euh, avec coût direct plus un overhead standard de 25%. Donc en gros, si le coût direct, par exemple des mois hommes, sont à, j'en sais rien, 8 000 euros par an, 8 000 euros par an, si vous mettez 8 000 euros par mois, je veux dire, si vous mettons 6 000 euros pour faciliter, comme ça fait 10 mois hommes à 6 000 euros, mais y compris l'overhead des 25%. Donc par exemple, si vous avez si le coût moyen est de 5 000 euros, donc vous rajoutez les 25%, et donc vous avez un coût moyen chargé à 25% qui va ensuite être remboursé à 100% par le consortium et non pas par la commission. Donc voilà, donc on met le nombre de mois hommes, le coût. Est-ce qu'il y a des other direct costs, par exemple, des fournitures, peut-être un petit peu de sous-traitance, mais pas beaucoup, parce que dans 60 000 euros, on ne peut pas en mettre beaucoup. On tire le total des coûts directs, on rajoute les coûts indirects standards avec 25%, on fait le total, et le total est alors, le total peut être supérieur à 60 000, c'est ça que je voulais dire. Donc, et même, il est souhaitable qu'il soit supérieur à 60 000 pour que on montre un financement de la société elle-même. Donc voilà.
Donc mettons, si on arrive à, dans les projets qu'on a vus, si on arrive à, mettons, 80 000 ou 100 000, si, par exemple, la partie investissement en équipement, s'il y a de l'investissement en équipement, on le met pas dans l'assiette parce que ça devient très compliqué, mais on montre qu'on va investir, donc quelque part que si on achète un serveur ou si on achète un bras robotisé, là, on montre que la la société donc prend le projet à cœur, que ça veut et sur le total des 80 100 000, la subvention va être de 60 000, mais c'est une subvention qui est acquise à jamais pour l'entreprise. Voilà. Donc c'est les trois chapitres de la template. Le tout fait maximum 10 pages. On a vu, je dirais que les exemples qu'on a vus, il faut en 2 jours de boulot normalement pour une boîte qui sait bien ce qu'elle doit faire, ça doit être plié. Voilà, c'est pas des propositions qui doivent prendre beaucoup de ressources dans la PME, car on sait que les ressources sont rares et que ce type de projet doit être un apport, mais pas un but en soi, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau? Alors, hop, on va revenir sur le premier truc. Il est où? Ah si, je voulais cliquer sur l'architecture un coup pour voir. Une petite seconde. Juste pour dire que c'est pas un problème. Comment je reviens sur. Faut que je revienne sur le site web. Site web, donc, pouf. Et il faut cliquer sur la référence architecture. Alors, référence architecture. Alors, il faut pouvoir le. Il est affiché là aussi? Oui. Référence architecture. Donc, il y a un grand livrable sur l'architecture de référence. C'est-à-dire qu'il faut s'en inspirer pour prendre des mots-clés, mais honnêtement, il ne faut pas s'y noyer. Hein. Il y a des mots-clés du genre Fireware, du genre FarEdge, BCPPS, Arrowhead, tout ça c'est très bien. Mais ce qu'il faut, c'est décrire les solutions envisagées dans vos mots. Et ensuite, bon, faire la correspondance avec l'architecture dite midi, je dirais ça se fait dans un deuxième temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas, il faut pas caler votre soumission à l'architecture, c'est plutôt l'architecture qui doit répondre à votre problématique. Voilà. Donc voilà, il y a plein de très belles architectures, comme beaucoup de spécialistes d'architecture savent les faire, mais je dirais on se rend compte que c'est pas la sémantique habituelle des PME, donc qu'elles l'expliquent dans leurs mots et ensuite bon un petit coup de fil et on vous aidera à mettre les mots clés qui vont bien. Voilà, voilà. C'est donc alors on revient, hop, pouf, video point call. Donc j'affiche ça, affiche, c'est fait, c'est bon. Dans la PowerPoint, elle est où, la PowerPoint pour remontrer les contacts. Voilà, donc pour en terminer, les choses importantes, donc les contacts, on les a ici, donc Anne-Sophie qui est la directrice préalable, moi-même qui aide Anne-Sophie et Amine pour justement assurer l'interface avec le projet MIDI, Pierre Simet qui est euh, notre International Research and Innovation Cooperation Manager, qui fait partie justement de l'action générale à l'IMT. Donc voilà, pour toutes les questions, ce sont les contacts. Et également, donc on rappelle la deadline qui est le 29 juin 2018. Donc c'est entre maintenant et fin juin, donc il faut trouver les 2 jours pour
faire les 10 pages, sachant qu'on a bien vu que sur 2 ou 3 dossiers tests, il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites, hein, tout ce qui est présentation de société, tout, etc. En gros, le temps passé, il est principalement sur le work plan. Il faut bien décrire le work plan avec les KPI. C'est là où il faut passer un peu de temps. Sinon, on se rend compte que les gens qui font des propositions ont déjà réfléchi à leur truc et ont tout ce qu'il faut. Une- Alors, pour l'expérimentation. Alors, il y a une question qui est très intéressante parce qu'on nous l'a déjà posée plusieurs fois. Donc, sur une expérimentation de type technologie, peut-on amener un cas d'usage industriel ou il faut rester uniquement sur du développement de technologie? La réponse est bien évidemment, si on a un cas d'usage industriel, ça donne beaucoup plus de richesse à la proposition. Bien évidemment aussi, l'industriel ne sera pas financé, c'est clair. Mais le cas typique, c'est une PME qui veut proposer sa solution à un grand industriel. L'industriel, il faudrait quand même voir avant de s'avancer un peu trop. Donc le cas typique, c'est que je fais un proof of concept financé par le projet avec, si possible, des données de l'industriel, hein, des données même peut-être simulées ou des données qui sont pas chaudes. Et cette expérimentation va d'une part permettre à la société de, de sophistiquer sa technologie, de la tester, et également de donner des arguments pour aller négocier de manière plus riche avec l'industriel. Terra Lab a fait ça dans le passé et c'est une des grandes richesses de ce genre de choses. Et donc, une sous-question là, dans, dans cette, une sous-réponse dans cette question, si l'industriel, c'est pas obligatoire, hein, je l'ai dit tout à l'heure, a l'intention de tester des solutions de type Siemens, donc MindSphere, c'est pas une punition. Ça peut être très favorable aussi au dossier. Bon, mais c'est absolument pas obligatoire. Hein, c'est absolument pas obligatoire. Voilà. Eh bien, on est absolument à l'heure. C'est fantastique. Fantastique. Donc, bah, écoutez, on va vous remercier de votre attention et on espère recevoir un maximum de dossiers parce que justement, un des points importants, c'est que nos amis italiens, espagnols se débrouillent très bien, mais que en France, on n'est pas vraiment. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a de la place et les dossiers français, mon petit doigt me dit, qu'ils seront particulièrement bien regardés, on va dire. Français et belge d'ailleurs, hein, parce que et wallon, on va dire wallon. On va dire wallon. Ok, allez, à très bientôt et n'hésitez pas à nous recontacter et bonne journée.